L'atelier Art, Architecture, Appropriation est un atelier dont la méthode pédagogique est celle de l'appropriation, qui s'adosse à une histoire de l'art allant de Marcel Duchamp et son ready-made, en passant par les situationnistes et Guy Debord, jusqu'à des artistes plus récents comme Cindy Sherman et ses grands portraits de personnages empruntés à l'histoire de l'art. Cette notion d'appropriation invite l'étudiant à se situer dans une histoire de l'art en prenant appui sur des références, des formes et des pensées qui lui permettent justement d'avancer sur le terrain de la création avec plus d'agilité. Les objets de l'appropriation sont multiples. Le premier qui est mis sur la table pour l'étudiant et l'étudiante, c'est un souvenir. Chacun va devoir aller puiser dans un souvenir personnel pour s'engager, engager un soi dans un exercice de création. Le second objet d'appropriation, c'est la ville, ces espaces publics dans lesquels les étudiants déambulent, se perdent, se trouvent, inventent des histoires avec d'autres, parfois heureuses, parfois malheureuses. Le troisième objet d'appropriation, c'est la collection d'art contemporain du FRAC à la MECA, qui est constituée d'œuvres à la fois étranges, ludiques, joyeuses ou inquiétantes. L'objectif de ces trois objets d'appropriation, c'est de réduire la distance entre l'étudiant et sa part de création. Art, architecture, appropriation fabrique trois objets. Le premier objet est une édition dans laquelle l'ensemble des collages des étudiants sont réunis afin de pouvoir permettre aux spectateurs du livre de circuler dans les différents univers assemblés les uns aux autres. Le deuxième objet est une exposition au Fonds régional d'art contemporain mêlant travaux des étudiants et œuvres de la collection. Le troisième objet est une rencontre organisée entre les étudiants, les étudiantes et soit un architecte, soit un artiste. Nous organisons donc un débat sous la forme d'une discussion au cours de laquelle les étudiants vont pouvoir éprouver avec le professionnel la façon dont il a traversé la construction de la MECA, comment l'intimité, le off, on va dire, de l'histoire de ce bâtiment peut être mis en discussion sur la place publique. L'exercice invite l'étudiant à assumer publiquement une parole et à prendre conscience que cette parole, lorsqu'elle est exposée, lorsqu'elle est dévoilée, a une réelle force et que cette force-là nous conduit à réfléchir sur la relation entre art et politique et que chaque moment de la création, lorsqu'il est comme ça sorti de l'espace de l'intimité, revêt une force toute particulière. Une des missions du FRAC, et notamment du service de médiation qui s'appelle le pôle des attentions, est de faire connaître et rendre accessible la collection d'art contemporain de notre structure, et ce, à tous les publics. Ce projet avec l'école d'architecture de Bordeaux nous permet de travailler plus spécifiquement avec les étudiants et les étudiantes sur cette question justement de la collection. Alors plusieurs étapes pour ce projet. Donc tout d'abord, l'équipe de médiation du FRAC a accueilli les étudiants et les étudiantes ici dans nos espaces à la MECA pour une découverte de l'exposition « Il est une fois dans l'Ouest », avec des temps de discussion, d'échange entre les médiateurs, les médiatrices et les étudiants et les étudiantes. L'idée de ce projet, c'est vraiment que les étudiants, les étudiantes se sentent légitimes de rentrer dans cet espace. Et souvent, on sait que ces étudiants-là sont toujours un peu frileux avec l'art contemporain. Donc là, c'était vraiment une manière aussi de créer un moment de rencontre, de relation qui soit assez simple, qui soit un moment de plaisir. Donc avec une découverte des espaces sans trop d'objectifs sur du contenu, mais plutôt vraiment un espace de plaisir. On part du bâtiment qui est impressionnant, la MECA, pour leur faire découvrir petit à petit les œuvres de la collection du FRAC et les expositions qu'on présente. En découvrant l'exposition, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait eu quelque chose qui s'était créé à la fois entre les médiateurs et les médiatrices du FRAC et les étudiants et les étudiantes sur comment on s'approprie une collection, comment on s'approprie un espace, mais aussi comment on se détache de ces œuvres, comment on prend des libertés. Et j'ai trouvé que les étudiantes et les étudiants ont vraiment justement joué ce jeu-là de s'amuser, de s'exprimer et de prendre un peu des chemins de traverse à partir des œuvres. Chose que des fois on ne se permet pas forcément dans les expositions institutionnelles. Eux, dans le cadre de cet exercice, ont vraiment montré qu'on pouvait jouer avec une collection et se l'approprier, même si on ne vient pas du milieu de l'art contemporain. L'idée d'exposition, elle est assez simple. Il s'agit de faire dialoguer des œuvres du FRAC avec vos productions, différentes productions, à la fois papier et vidéo. Donc on a conçu d'abord l'exposition avec 2-3 contraintes. La première contrainte, c'est celle de l'espace et des œuvres.
Donc les œuvres du FRAC ont été, vous les connaissez parce que vous les avez vues en amont, vous les avez sélectionnées, vous avez préparé une vidéo dessus en racontant en quoi ces œuvres étaient intéressantes pour vous, en quoi dialoguer avec votre travail. Donc c'est la pièce vidéo qui est là-bas derrière. Je vais vous parler de l'œuvre qui s'intitule Daniel, du duo d'artistes Segundo Rente, qui représente ici un barbecue composé de différents foyers qui permettent de générer la rencontre et le partage. Cette œuvre est une sculpture composée avec des pierres calcaires et des grilles en acier inoxydable et qui, dans des vides, accueille du charbon. Cette œuvre résonne avec nos recherches dans le sens où c'est cette matérialité, la pierre, qui nous rappelle le Bordeaux qui nous entoure au quotidien. La pierre compose presque toutes ces façades, tous les bâtiments, et c'est une ville qui est une succession d'intimité, et ça nous fait écho aussi à cette œuvre avec tous ces foyers composés qui rappellent plein de vides avec des intimités différentes, mais pourtant avec ces sortes de barrières en acier inoxydable, on a l'impression que c'est inaccessible, qu'on est enfermé. Dans le groupe, on a parlé du fait que cela nous évoquait des pierres que l'on pourrait trouver au hasard sur des chantiers, par exemple. Donc ça semble un objet tout à fait aléatoire et anodin, mais au final, c'est une masse, une matière que l'on peut sculpter. On peut créer des vides, de l'espace pour des gens, pour les autres, pour créer la vie, l'intimité. Cette instabilité des pierres qui paraissent monumentales, qui peuvent nous tomber dessus, font écho à notre travail sur cette recherche de contraste entre monumentalité et intimité, mais dans un sens plus personnel, où chacun propose une histoire différente au travers de son travail. Je vais vous présenter une œuvre de Philippe Ramette qui s'intitule « Sans titre provisoire, borne à révolte, prototype ». C'est une installation qui a été réalisée en 1994. Elle fait 2 mètres de haut. Elle est en métal noir et le socle est en béton. C'est une tige qui est au-dessus d'un ressort d'où est suspendu un poids. Cette œuvre résonne avec notre travail autour de la ville qui nous manque au niveau de la démarche artistique. L'artiste, donc ici, propose un élément de mobilier urbain, c'est-à-dire qu'il s'est questionné sur ce qui, en ville, lui manquait peut-être dans les éléments de mobilier urbain déjà présents. Et on a un petit peu eu la même démarche quand on s'est baladé en ville, à chercher par le biais d'un prisme qu'est-ce qui nous manquait dans cette ville et qu'est-ce qui permettrait potentiellement de l'améliorer, de la rendre plus agréable, de la rendre plus proche de nous. Donc cette œuvre, elle résonne aussi avec les travaux menés autour de l'autoportrait et de monumentalité et intimité. L'artiste, il allait se questionner sur qu'est-ce qu'on faisait en ville et qu'est-ce que justement on n'avait pas l'habitude de faire, en l'occurrence en installant un mobilier urbain destiné à exposer sa colère. On fait quelque chose d'inhabituel puisque d'habitude c'est quelque chose qu'on fait chez soi, qu'on garde pour quand on rentre chez nous. Et là, on l'exposerait à la ville, à tous les concitoyens finalement. Et ça re-questionne notre rapport à la ville, notre rapport sensible. Et dans nos travaux d'autoportrait et de monumentalité et intimité, on allait vraiment chercher ce qui en ville faisait que parfois on se sentait chez nous, un petit peu comme dans des cocons, alors qu'au final on est dans un espace où vivent tous les jours des milliers de personnes. Pour finir, on peut dire que nos travaux et l'œuvre de Philippe Ramette ont le même objectif, c'est-à-dire réinventer la ville, l'imaginer d'une nouvelle manière, se la réapproprier. Je vais vous présenter l'œuvre d'Amelia Pica, qui se nomme Memorial for Intersection 5. C'est une œuvre qui est composée d'un squelette de tige en acier noir, auquel sont attachées des formes géométriques de plexiglas de couleur. C'est une œuvre qui résonne avec notre travail sur le collage. En effet, elle est composée de formes géométriques très simples, presque brutales, que l'on peut retrouver facilement dans nos productions faites à la main. Il y a un côté presque enfantin à cette œuvre d'art qui vraiment se retrouve beaucoup
dans nos recherches de forme, de collage, dans le travail sur l'intimité. Les qualités plastiques qui nous touchent dans cette œuvre sont les formes géométriques que l'on voit rejaillir dans l'espace urbain. Le squelette en tige noire nous fait penser au parcours des gens dans la ville et les formes géométriques colorées à de grands espaces de rencontre. La forme structurelle de l'œuvre, de par sa légèreté et sa composition géométrique, nous a fait penser aux verticalités des bâtiments de Bordeaux. Et dans le même temps, la forme structurelle de l'œuvre nous rappelle le rythme des passants dans la ville. Nous avons trouvé que la force de l'œuvre réside probablement aussi dans son équilibre entre force et légèreté. Dans cette œuvre, l'artiste représente un alphabet. Les formes géométriques sont des signaux, un peu à la méthode des panneaux de signalisation dans les villes. Et cette œuvre résonne beaucoup avec nos travaux sur l'intimité, puisqu'au travers de nos collages et de nos travaux photographiques, nous avons voulu exprimer nos sentiments au travers de méthodes de communication différentes que des mots. Mais ce qui ressort surtout dans cette œuvre et qui fait le lien avec notre histoire, c'est le travail du groupe. En effet, c'est une œuvre qui a été manipulée par de nombreux performeurs et donc qui a fait de cette œuvre une œuvre unique avec différentes touches de différents artistes. Et c'est un peu ce que l'on est en train de faire lorsque l'on met nos travaux en commun dans un livre. Je vais vous présenter l'œuvre de Pierre Vadi, Spectre 2005. C'est une œuvre sculpturale en résine tressée qui est en forme de Scooby-Doo, suspendue au plafond et qui s'étend sur le sol. C'est une œuvre avec des couleurs plutôt rouges, jaunes, transparentes, qui rappellent un peu des couleurs chaudes, qui est censée nous familiariser avec elles, nous mettre à l'aise. On sent une certaine matérialité qui donne envie de la toucher, sûrement due à la résine. Notamment aussi parce que c'est à la forme d'un Scooby-Doo, donc un objet qui fait référence au souvenir, à la mélancolie, à la nostalgie, qui est familiarisé. Un jeu peut-être, une œuvre ludique qui donne envie de la toucher. On a un rapport à la monumentalité de cette œuvre, parce que peut-être comme c'est un Scooby-Doo n'a pas censé avoir cette taille-là, donc on se retrouve avec un objet qu'on a l'habitude de manipuler, bien plus grand. Est-ce que du coup ce ne serait pas est-ce qu'on ne changerait pas aussi la fonction? Est-ce que ça ne remettrait pas en cause l'état du Scooby-Doo? Dans l'exercice qu'on a pu pratiquer, on a recherché l'intime dans le monumental, donc dans la ville, essayer de nous refaire un rapport à nos souvenirs. Et cette œuvre, elle nous fait plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un objet dans nos souvenirs, un objet de notre passé, notre quotidien, qui devient monumental et qui change totalement de contexte puisqu'il est dans une exposition, il devient grand et là il faut tourner autour. Alors cette œuvre, elle me touche dans le sens où elle fait rapport aux souvenirs et à l'enfance. Et c'est quelque chose que j'essaie toujours de retranscrire, que j'ai essayé de retranscrire notamment par cet exercice, puisque mon enfance a eu une importance assez grande pour moi. Et justement, ces objets-là, les collections, l'objet des collections, c'est ce que je faisais quand j'étais petite. Et donc, c'est vrai que moi, cette œuvre-là aurait tendance à m'attirer dans un musée. Et en même temps, c'est vrai que c'est un objet qu'on a tendance à toucher en permanence, à garder, parce que quand on est petit, on aime toucher les choses, etc. Alors que là, comme c'est dans un autre contexte, non seulement la taille change, mais en plus on est obligé, c'est un peu frustrant. Là, on est un peu frustré puisqu'on ne peut pas l'atteindre, on n'a pas le droit de la toucher, puisqu'elle a changé de statut. Elle est passée d'objets manipulables et créés par des mains à toujours créés par des mains, mais intouchables, puisque statut d'œuvre. Le thème de tout notre travail sur le semestre, c'était sur la monumentalité et sur l'intimité. Et on a eu un premier exercice à faire où il fallait parler de nos premiers rapports intimes avec l'architecture. Je pense, pour parler globalement, la plupart, on est parti un peu sur notre enfance. Pour moi, le premier rapport, ça a été une maison, comme j'ai beaucoup déménagé, ça a été la maison de ma grand-mère qui n'a jamais bougé, qui a toujours été rapport familial et tout ça. En fait, je trouve que dans la médiation que vous avez eue avec les médiatrices et les médiateurs, il y a des choses que vous avez saisies, en fait, peut-être de manière inconsciente, mais quand vous choisissez les œuvres de Pierre Molinier, par exemple, la question du jeu, de la représentation, du travestissement, en fait, ça, vous l'avez vraiment très très bien analysé et réutilisé ensuite dans vos collages. Donc, ça veut dire que nous, de notre côté, on a un peu aussi réussi notre part du travail de vous transmettre des choses sur les œuvres et que après vous les réexploitiez un peu à votre façon. Donc c'est très positif.
Vous en êtes douté, c'est un barbecue, cette pièce s'appelle Daniel. Donc dans le processus, ce qui s'est passé, c'est que à l'origine, on a eu une obsession sur le barbecue, donc on est parti très loin sur des histoires de comment on fait un barbecue, donc avec, je sais pas, des fers à cheveux, des choses comme ça, enfin bon, ça marchait pas. Et un jour, on s'est dit, mais qu'est-ce qui fait l'essence d'un barbecue? C'est presque un geste un peu archaïque, c'est un trou dans des pierres et du feu. Et comme ça, on en est venu à chercher des pierres autour de nous, et dans une proximité qui était celle de l'école des Beaux-Arts, on s'est retrouvé donc du coup avec des pierres qu'on a recommencé à tailler comme ça, et on a monté un premier module au final de barbecue, et puis on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'assez modulaire, qu'on pouvait déployer presque à l'infini. Et du coup, il y a une espèce de recherche comme ça des pierres qui a commencé d'abord dans la périphérie de la ville, enfin sur le territoire de la ville, puis ça s'est étendu. Et finalement, ça va encore plus loin. Des fois, on peut faire 30-40 km pour aller chercher des pierres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est avant tout une histoire de... Vous parliez d'intimité, mais avec les pierres, nous, c'est un peu ce qu'on entretient, parce que chaque pierre, c'est une rencontre, elles sont toutes uniques. On peut à peu près vous dire d'où elles viennent. Par exemple, celle-là, elle vient de Darwin. Donc, pour la petite anecdote, on était venu avec la voiture mairie de Bordeaux avec les vestes. On était arrivé en fin d'après-midi, on avait pris la pierre, on s'était barré avec. Donc... Alors, l'œuvre s'appelle Daniel. En fait, tout simplement, cette œuvre parle d'héritage, en fait, puisque ce sont des pierres qui ont été taillées déjà par des personnes. On les a récupérées, nous on les a resculptées. Donc l'idée déjà c'est à deux, on n'est pas seulement deux, il y a eu d'autres mains avant qui ont taillé la pierre, qui les ont façonnées. Donc déjà à deux on convoque plusieurs personnes. Et en plus de ça, donc Daniel en fait c'est tout simplement un héritage assumé à un artiste, Daniel Dewar, qui en fait c'est un duo d'artistes, Daniel Grégory, Dewar Jiquel, un artiste qu'on avait en prof en 4e année des Beaux-Arts. Et l'idée en fait c'est que nous on convoque plein d'artistes vivants, morts, et on se raconte une histoire. Et on ne veut vraiment pas cacher la référence. Donc l'idée c'est d'assumer un héritage comme un hommage en fait. Donc encore une fois on retrouve ce rapport un peu entre, on parle d'intimité, encore une fois on parle de rapport sensible, de comment créer des proximités à travers des éléments comme là la pierre. Donc on est ici au 308 Maison de l'Architecture à Bordeaux. On est une association, loi 1901, de promotion de la qualité architecturale. Donc on fait 40 à 50 événements par an autour de l'architecture. Ce qui nous intéresse dans ce projet pédagogique porté par l'école, c'est avant tout une exploitation différente de notre lieu. On a l'habitude de proposer des expos, des conférences sur des modèles traditionnels. Là, tout d'un coup, on a réinventé une scénographie de l'espace de conférence sous l'impulsion de ce projet. Un des éléments les plus frappants dans cet exercice, c'était la rupture marquée entre un fonctionnement traditionnel avec un intervenant sur scène et un public dans la salle, qui n'a le droit à la parole, je dirais, qu'en fin de présentation. S'il ose poser des questions. Là, pas du tout. On était dans un fonctionnement, je dirais, à plat. Le public, les étudiants, les professionnels, tous assis côte à côte, qui formaient finalement un seul public, comme si tout le monde avait tour à tour droit à la parole au sein de cette agora. Et ça, c'est ce qui bouleverse nos habitudes et qui engendre des effets de surprise intéressants. Et surtout une capacité des uns et des autres à s'exprimer de manière beaucoup plus libre. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est une forme d'improvisation du professionnel qui tout d'un coup se met à nu avec ses outils de travail, ses outils du quotidien, son carnet, son répondeur téléphonique, et il accepte de mettre en partage ces éléments qui sont d'habitude des éléments invisibles. Et qui pourtant font l'essence même du projet et créent sans doute un rapport particulier avec l'étudiant qui lui-même utilise ces mêmes outils au quotidien, dans sa pratique naissante de l'architecture et s'y reconnaît. Et même, on parlait tout à l'heure du lit, quand l'architecte en vient à dévoiler les plans de sa propre intimité, son lit, sa chambre, son organisation de son espace de travail ou de vie, l'étudiant peut se reconnaître là-dedans.
repenser. Modernité, tu vois là-bas. Modernité, tu comprends pas. Pourquoi là-bas les gens sans joie? Pourquoi sont-ils sans voix? Modernité, modernité. Tel des pantins, la mine triste, les joues brûlés par l'anxiété. Modernité, modernité. Modernité, mais attendre le bout du chemin. Pourquoi les gens sont-ils contemporains? Se contentent-ils de rien? Devant l'art contemporain, les rangs contemporains. Modernité, encore une fois, se promener sans trop de joie. Aperçu là-bas un petit café surnommé le Val. Dans le Val, un homme majestueux s'approche. Une tasse de café s'appelait Val. Il apporta un thé, c'était le thé de Val. Le thé Val, le thé Val, le thé de Val. Pourquoi les gens sont-ils contemporains? Se contentent-ils de rien, mais devant l'art contemporain, les rangs contemporains. On débarre et s'aperçoit cette étrange table où les gens vivent. S'ils envie et se promet de les suivre sans fin, jusqu'à résoudre le mystère de la vie. Pourquoi les gens sont-ils contemporains? Se contentent-ils de rien, mais devant l'art contemporain, les rangs mais contemporains. Modernité s'en aller pour découvrir une vérité cachée. Une vérité cachée. Elle arrive devant cette arche mémorable. Ce bâtiment transcende son âme. Avec une crainte passionnelle, elle ose s'aventurer dans ce paradis enchanté.